que tu as un micro, Bertrand? Je peux te demander de te présenter un petit peu? Oui, donc Bertrand Pourcelot, je suis le directeur général d'Enrich for Service Provider. On est éditeur de plateformes de communication unifiées pour les intégrateurs, pour les opérateurs de services. Et je suis aussi président du CDRT, qui est un club de dirigeants qui échange sur les problématiques et les retours d'expérience des opérateurs de services numériques français. Enrich for Service Provider, combien de personnes? Vous êtes basé où? Alors nous, on est 75 personnes basées à Sophia Antipolis en France, et on est une unité business et produits du groupe Enrich qui lui compte 1000 personnes et dont le siège est aux Pays-Bas. Et vous proposez quoi? Nous, on ne propose pas de solutions de cybersécurité, on propose des solutions de communication unifiée, comme je l'ai dit, fixes et mobiles, qu'on commercialise auprès des opérateurs intégrateurs de services, qui, eux, commercialisent des services de communiquer aux entreprises, aux PME en particulier. On a à peu près 120 clients, donc opérateurs, intégrateurs, dans 20 pays. Voilà. Alors après, c'est tout de même connexe aux problématiques de sécurité, parce que les solutions de communication unifiées sont un angle d'entrée, parmi d'autres, et des zones de risque. Ce qui vous intéressera dans ton expérience, dans ton retour, c'est le terrain, le contact direct que tu as avec des clients et les problématiques qu'ils ont, parce que la cybersécurité, c'est pas quelque chose qui va tout seul, ça fait partie d'un ensemble. Sans IT, il n'y a pas de cybersécurité, et presque inversement, j'allais dire. Benoît, est-ce que je peux te demander de te présenter un peu et de nous dire IZ, ça existe depuis combien de temps, de nous resituer un petit peu ton périmètre? Ok, donc IZ, ça existe maintenant depuis 35 ans. On est 2500 à travers le monde, on a 11 laboratoires de recherche. Avant, on était un éditeur de ce qu'on appelait l'antivirus. Ça fait bien longtemps qu'on fait beaucoup plus que ça et que l'antivirus est mort et qu'il y a aujourd'hui, notamment, comme tu le disais, des nouveaux acronymes, des nouveaux mécanismes tels que EDR. On est carrément rentré dans le monde des acronymes, on va y revenir. Je sens que tu as envie de nous donner plein d'explications sur le sujet. On en veut, mais on va le faire progressivement. Progressivement, ça marche. Et donc, c'est 2500 personnes à travers le monde, 11 laboratoires. Et on est aujourd'hui un éditeur qui propose de la cyber threat intelligence, ça veut dire du renseignement sur la menace. On étudie comment les acteurs malveillants opèrent, à la fois ceux attirés par l'appât du gain, mais également ceux sponsorisés par des États qui vont réaliser à la fois de l'espionnage, du sabotage, voire de la désinformation. Ce qui me semble intéressant de regarder chez des éditeurs d'antivirus, c'est de leur plateforme SOC, c'est-à-dire les virus ne surviennent pas ou n'agissent pas que aux heures ouvrables, le lundi matin à 10h ou le jeudi à 15h, mais parfois le week-end, parfois la nuit. Donc il faut des plateformes, il faut de la surveillance, il faut des réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, il faut avoir les ressources pour détecter, pour agir, pour interagir. Et ça se passe à Bratislava, je crois, pour IZ. Alors, ça se passe à Bratislava en grande partie. Ce sont des humains qui sont assistés par l'intelligence artificielle. Mais une particularité quand même pour IZ France, c'est d'avoir des Technical Account Managers qui sont l'interface entre le client, prestataire informatique ou client final, et les laboratoires de Bratislava. Et ça permet justement de ne pas laisser le prestataire informatique tout seul face à des sujets qui sont souvent complexes. Alors ça rentre dans des offres business, on va en parler également ensuite. Gilles, est-ce que je peux te demander de te présenter et de nous redire un petit mot, même si on a une idée de ce que fait cybermalveillance.gouv.fr, oui, alors, nous rebrosser l'ensemble. Alors, personnellement, mon parcours, il est à trois temps. J'ai un long parcours aux pompiers de Paris, puisque j'étais les pompiers de Paris. Déjà dans la sécurité, donc. Et déjà dans la sécurité incendie, mais j'étais également officier de sécurité cyber. Donc j'ai fait mes premières armes dans la cyber à ce moment-là. Après, j'ai rejoint la SNCF, où j'ai tenu les fonctions de directeur sécurité numérique de la SNCF. Jusqu'à il y a 18 mois, où j'ai rejoint en mécénat de compétences le GIP ACIMA. Donc GIP, c'est le groupement d'intérêt public ACIMA pour assistance aux cybermalveillances, et qui est l'opérateur du site cybermalveillance.gouv.fr. Et chez nous, effectivement, on ne vend rien, puisque toutes nos ressources sont totalement gratuites et réutilisables. Alors, un petit mot quand même sur l'environnement. Le 17 Cyber, c'est ce que vous avez lancé le 17 décembre. Le 17 décembre, c'est mnémotechnique. Qu'est-ce que c'est le 17 Cyber?
Alors le 17 cyber, très très rapidement résumé, ça se veut effectivement un simplificateur. Alors j'ai pas pesé dans la décision, c'est une idée présidentielle au départ, qui est de dire il nous faut un numéro unique d'appel, comme on appelle la police, le secours, comme on appelle les pompiers. Et là j'ai retrouvé mon ancien métier. On a besoin effectivement de simplifier la demande d'assistance cyber au sein de l'organisation étatique. Et pour ça, on a demandé à Cybermalveillance d'opérer le 17 Cyber, qui est effectivement est une plateforme numérique qui permet de qualifier l'appel, de donner les premières mesures conservatoires au requérant, à celui qui est victime, et puis derrière de le réorienter vers les bons services, que ce soit des services judiciaires, policiers, gendarmerie, ou même des services privés, puisqu'on a qualifié un certain nombre d'experts cyber et de partenaires référencés qui sont capables d'intervenir là en pompiers du numérique et venir éteindre l'incendie qui est chez un particulier, chez une entreprise ou chez une association, puisque c'est notre cible et notre zone de compétence. Et ça, vous adressez justement pas uniquement aux particuliers, mais également aux entreprises. Enfin, non, tout le tissu économique national est concerné. On a des relais en région, enfin l'ANSSI a des relais en région qui s'appellent les CCIRT, qui sont des représentants de l'ANSSI en région, qui ont été créés il y a 18 mois et qui donc sont en train de se structurer pour essayer d'avoir de la proximité et de l'intervention locale. Donc nous, on travaille en synergie avec les CCIRT de manière à pouvoir leur offrir une assistance sur le terrain. Pour avoir un petit panorama complet de cet environnement de la cybersécurité, est-ce que tu peux nous dire, toi, les retours? Parce que toi, c'est ce qui s'est passé réellement, les problématiques qui sont réellement survenues. Oui, alors effectivement, on a une sorte de point d'observation un peu privilégié, puisque toutes les demandes d'assistance passent par notre site. On consolide aussi d'autres ressources. Mais ce qu'on constate, c'est que sur le podium finalement de la menace, on trouve effectivement les trois vedettes qui depuis quelques années, que sont le phishing, qui est pour nous la mère des attaques, hein, puisque ça sert à plein de choses. Ça sert derrière à du piratage de compte, ça sert à de l'usurpation d'identité, ça sert à pénétrer les systèmes. Et puis c'est l'humain qui est fragile, là, dans le cas du phishing. Dans le cas du phishing, c'est effectivement une manipulation de nos aspects psychologiques, que ce soit par la peur, par l'envie, par les sentiments, enfin peu importe, on obtient ce qu'on veut un petit peu avec le phishing. La deuxième menace, c'est le rançongiciel. Alors le rançongiciel, j'ai pour habitude, on en a discuté un petit peu en aparté, d'appeler ça l'incendie numérique. Hein. C'est comme si pour une entreprise qui est touchée par un rançongiciel, tout s'arrête, puisque quoi qu'on en dise, les entreprises sont aujourd'hui numériques pratiquement à 100%, il n'y a plus de service qui fonctionne sans l'informatique, parce qu'on n'a pas les commandes, parce qu'on n'a pas les clients, parce qu'on n'a pas les stocks, parce qu'on a... Enfin bref, tout s'arrête. Bien souvent, comme dans un incendie physique, quand on est en mesure de reprendre l'activité, si on n'a pas tout prévu pour reprendre vite, eh bien, c'est trop tard, les clients sont allés à la concurrence et finalement on redémarre sur un marché, mais dans lequel il faut refaire sa place. Et donc bien souvent c'est fatal pour l'entreprise. Et le troisième facteur important, c'est le piratage de compte. Pour eux, c'est le Graal. Hein. Les hackers, ce qu'ils veulent, c'est obtenir des identités et des connexions de manière à pouvoir effectivement faire ce qu'ils veulent dans les systèmes et à ce moment-là rester un peu discret pour collecter des données, puis derrière déclencher soit du rançongiciel, soit du vol de données, soit de l'usurpation d'identité. Toi, une idée de la volumétrie en France, du nombre d'appels que vous avez eus, du nombre d'attaques que vous avez recensées, des idées un peu de volumétrie? Oui, alors absolument. Nous, on a plus de 5 millions de visiteurs uniques sur le site, sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Par an, oui. On était à 3, on est monté à 4 et maintenant on est à 5 millions. Donc ça, c'est énorme en termes de visitorat. Mais ce qui est le plus important, c'est le nombre de demandes d'assistance. Et effectivement, là, on est plutôt à 420 000, dont uniquement 50 000 pour le phishing. Donc on voit que c'est vraiment le problème actuel que l'on constate depuis notre point d'observation. Benoît, de ton côté, du côté des réponses, parce que là on voit un petit peu, une fois que les problématiques sont survenues, souvent, je ne sais pas si ton micro fonctionne bien, si 1, 2, 3, ça Si. va bien, c'est mieux que tout à l'heure. C'est mieux que tout à l'heure. Du côté donc des gens qui travaillent en amont sur la cybersécurité, on en est où? Vous travaillez sur quel type de menaces? Un petit panorama, un point sur
sur ces préventions que vous mettez en œuvre? Alors, en ce qui concerne les menaces, je pense qu'on va forcément retrouver ce qui arrive chez cybermalveillance. On voit énormément d'attaques étatiques qui vont cibler à la fois des entités gouvernementales, des entités dans le transport, dans la communication, dans le secteur de l'éducation. Et puis ensuite, il y a tout ce qui concerne l'appât du gain. Et là, vraiment, il y a un panel de cyberattaques qui est très très large, parce qu'aujourd'hui, on les voit arriver notamment par l'hameçonnage par SMS, l'hameçonnage vocal, où on a des intelligences artificielles qui nous appellent. Bien entendu, l'email reste quelque chose d'assez courant. Et puis, l'intelligence artificielle va permettre de monter des scénarios beaucoup plus élaborés que ce que l'on avait auparavant, d'aller beaucoup plus loin, d'aller à la fois de manière plus sophistiquée et aussi une quantité bien supérieure. Est-ce que tu aurais un exemple de scénario qui te vient en tête, qui est récent et que tu as vu, qui t'a un peu étonné, utilisant par exemple l'IA? Oui, des arnaques financières très très bien montées, qui combinent à la fois intelligence artificielle, faux conseiller bancaire. Donc on arrive sur un site, bien souvent ce site est propulsé par de la publicité qui a été achetée par des cartes bancaires volées par exemple. Et donc on fait une recherche sur Google et là on a une publicité, on clique sur cette publicité, on arrive sur un site qui est très bien fait. Ce site vous vante les mérites de différents investissements et il y a toute une galaxie de sites en fait. C'est-à-dire que si vous faites une recherche, vous dites bah, tiens, marrant, je ne le connaissais pas ce site-là. Mais en fait, vous allez faire une recherche et vous allez avoir toute une galaxie de sites qui vont corroborer le fait que ce site-là est un bon site d'investissement. Et puis quand vous allez mettre vos coordonnées, il y a quelqu'un qui va vous appeler. Et là, il y a tout un scénario extrêmement bien fait qui va vous embarquer dans leur histoire avec des faux tableaux de bord, des demandes d'investissement. Et à partir du moment où vous investissez, vous pensez gagner. Les graphiques sont plutôt jolis, plutôt à votre avantage, bien souvent réels. C'est-à-dire que ça suit la courbe réelle des marchés, sauf votre investissement qui lui est complètement faux. Et puis, à partir du moment où vous allez vouloir sortir de cette machine, eh bien, il va y avoir un certain nombre d'éléments qui vont vous en dissuader. Et si, notamment, il y a des éléments psychologiques, hein, ça c'est un élément très fort, les opérateurs sont extrêmement bien formés. Ils vont vous dire, mais non, tu comprends, si tu arrêtes d'investir, moi j'ai ma famille derrière, je ne veux pas toucher des commissions, etc. Enfin, c'est très dramatique. Et puis ensuite, quand vous allez vouloir vraiment retirer vos fonds, il y a une dernière arnaque qui est de dire ok, pour débloquer tes fonds, il faut que tu fasses un dernier virement qui correspond à des frais de dossier par exemple, et puis une fois qu'on a fait ça, plus de son, plus d'image. Oui, ça m'intéresse bien, d'autant plus que je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire techniquement pour se prémunir contre ça, parce que ça c'est du social engineering, donc on fait que des choses qui fonctionnent bien du point de vue technique, du point de vue informatique, tout va bien de ce côté-là. D'abord Benoît, après je comprends bien que Alors, vous... Techniquement, si, parce que le site sur lequel on va aller est un site qualifié d'hameçonnage. Donc, on pourrait le bloquer. Il faut les référencer, les bloquer. Bloquer aussi et identifier les numéros de téléphone qui servent à appeler. Alors, en France, on a un avantage, c'est qu'il y a une loi maintenant qui évite que l'on puisse usurper l'identité de téléphone, par exemple de banque, etc. Mais du coup, ils utilisent des numéros en plus 44. Mais il y a encore d'autres astuces qui leur permettent de nous harponner. Et puis ensuite, effectivement, on n'est plus sur la technique, on est sur la sensibilisation et la formation de l'utilisateur. C'était le sens de la remarque que je voulais faire. Je regardais Gilles. C'est vraiment l'importance de la sensibilisation vraiment du grand public et de chaque humain en tant qu'utilisateur. Il y a des exercices aussi qui peuvent être mis en place dans les sociétés. Certaines le font, certaines ne le font pas, pour tester aussi la réaction des employés, et en fait plus que des employés, c'est des humains, parce qu'en fait en général c'est la réaction naturelle humaine qui est testée, la psychologie humaine. Effectivement, souvent les outils risquent d'arriver un peu tard. Ça dépend. Mais en tout cas, il y a plusieurs paramètres. Exactement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, dont l'humain et la technique. Bertrand, est-ce que tu as déjà été confronté, pour toi, pour certains de tes clients, à des problématiques de cybersécurité? Comment tu abordes ce sujet dans les propositions commerciales que tu fais, dans les offres que tu proposes à tes clients? Alors, comme je le disais tout à l'heure, Enrich est éditeur, mais en mode B2B2B, donc on vend nos solutions à des intégrateurs, à des opérateurs de services. Donc c'est un petit peu indirect, mais on a une mission et une obligation de conseil auprès de nos partenaires. Eux-mêmes rencontrent sur le terrain, ils sont très confrontés à ces problématiques. Ça peut aller
tout au départ, et un cas qu'on rencontrait historiquement et qui est toujours valable, de la fraude télécom, usurpation d'identité, passage d'appels surtaxés, etc., sur des destinations coûteuses, etc., qui peuvent vraiment chiffrer fortement. Alors il y a tout un tas de mécanismes de protection et de détection ensuite de ces fraudes. Après, dans le domaine des télécoms, alors même si beaucoup d'opérateurs mobiles, nous on travaille aussi avec des opérateurs mobiles, utilisent beaucoup les réseaux mobiles comme moyen ultra sécurisé via les SMS, parce qu'en fait, c'est des SMS qui sont routés par le réseau de l'opérateur mobile, très différents des SMS de phishing qu'on peut recevoir. Donc, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Mais il y a aussi donc, ce phishing par SMS, etc., qui est une problématique. Mais aujourd'hui, comme son nom l'indique, communication unifiée, communication multimédia, multi-endpoint, la combinatoire possible est énorme. Et je pense que très souvent, c'est justement la cohérence de l'attaque qui est multidimensionnelle. Et c'est là, en fait, que l'esprit humain, je dirais, corrèle les éléments et se fait avoir comme les faux livreurs, etc. Bah, j'attends le livreur, paf, je suis prééquipé pour cela. Mais par rapport au métier d'éditeur de plateforme, nos clients, nos partenaires, eux, je dirais, ont une mission très importante de conseil auprès des entreprises. Et leur métier d'ailleurs, en tant qu'opérateur de service, a évolué d'acteurs soit pure télécom, soit pure IT, à MSP, moi je dis M pour multi-service provider, parce qu'ils ont maintenant besoin d'élargir leurs compétences et de travailler en partenariat avec les éditeurs, avec les différents experts et eux-mêmes monter en compétences parce que les métiers ont évolué. J'en profite pour faire une petite précision et rappeler que nous sommes dans des métiers avec des obligations de conseil renforcées, c'est-à-dire qu'on a obligation d'informer les clients des risques qu'ils courent si jamais ils ne s'équipent pas, par exemple, en cybersécurité. Et ça, c'est opposable en justice, c'est-à-dire que si on n'a pas fait de proposition à nos clients, ils peuvent nous attaquer en cas de problème en tant que professionnels de l'informatique ou des services. C'est un domaine, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Par contre, si on a fait une proposition à un client qu'il l'a refusé, on a le document, il a refusé la proposition, on n'est plus attaquable. Donc on a une obligation de conseil renforcé, une obligation d'informer les clients, et ça c'est complètement opposable. Il y a eu quelques procès retentissants avec des professionnels qui ont laissé quelques plumes. Tu voulais... Oui, un en particulier, effectivement, où un prestataire informatique s'est fait attaquer, il a perdu et il a été obligé de rembourser son client. Et donc ça veut dire des propositions pas nécessairement que orales, parce que orales c'est difficilement opposable en justice, donc des propositions écrites et refusées. Et donc c'est un domaine quand même merveilleux en termes de business, la cybersécurité. On est obligé de faire des propositions aux clients. C'est quand même un domaine qui va bien. Oui, juste pour rebondir sur tout à l'heure la manipulation mentale, je vous conseille les 10 premières minutes du film Beekeeper qui parle de ça en fait. C'est un film d'action américain, donc après c'est une affaire de goût. Mais les 10 premières minutes sont totalement sur les plateformes d'appel en manipulation mentale qui forcent la personne finalement à faire des choses qu'elle ne ferait pas si elle n'était pas isolée devant son PC. J'ai pour habitude de dire que l'informatique, c'est comme une pièce de monnaie. Hein, on prend souvent la pièce avec la face opportunité qui est apparente et on oublie la face risque qui est sur la table. Mais quand on prend la pièce, on a les deux qui arrivent dans notre poche, donc à la fois les opportunités et les gains, mais également les risques qu'il faut traiter. Et oublier l'une des faces, ce serait quand même embêtant. Et pour traiter les faces, on vient de le voir, il faut effectivement, j'ai pour habitude de dire que le numérique c'est hot, hein, la cybersécurité c'est hot pour humain, organisationnel et technique. Donc il y a une couche technique, il y a un dôme de protection technique, il y a un dôme de protection procédurale et organisationnelle, et il y a enfin le dôme humain qui est à la fois le premier et le dernier rempart pour peu que les gens soient correctement sensibilisés. C'est notre mission actuellement de sensibiliser les gens pour qu'ils s'approprient le numérique et qu'ils comprennent avant d'être attaqués. Et c'est l'affaire de tous en même temps. Oui, c'est l'affaire de toutes les sociétés, de multisociétés. On le voit bien aujourd'hui, notamment avec les normes qui sont mises en place comme NIS2 ou DORA pour le domaine bancaire, qui obligent tous les sous-traitants à répondre à un certain nombre de critères de cybersécurité pour garantir cette chaîne de valeur.
avant d'entrer purement dans les offres que l'on peut faire, Benoît, qu'est-ce qui existe un petit peu dans le domaine de cybersécurité? Qu'est-ce qu'on peut proposer? T'en parlais, t'en disais quelques mots tout à l'heure, EDR, XDR, MDR, SOC, SIEM. Est-ce qu'on peut faire un petit panorama de ces 5 ou 6 termes qui sont si importants aujourd'hui? Oui, ce qu'on constate, hein, c'est que l'antivirus tel qu'on l'a connu n'est plus suffisant. C'est une bonne base. Ce serait un EDR, on dirait presque un antivirus, on dirait EDR aujourd'hui. Oui, l'EDR devient la nécessité et la base, mais en cybersécurité, on vient ajouter. C'est-à-dire que ce que détecte l'antivirus encore aujourd'hui ne va pas être détecté par l'EDR, en tout cas pas aussi largement, et ça serait un peu sortir un tank pour détecter des logiciels malveillants que l'on connaît depuis des années. Donc conservons la base des antivirus, ça fonctionne très bien. Et puis rajoutons effectivement cette couche EDR pour Endpoint Detection and Response. Et cette couche qui va permettre de rechercher des éléments comportementaux sur des ordinateurs, sur des réseaux, des éléments où par exemple si on utilise un login et un mot de passe, tu évoquais tout à l'heure les logiciels malveillants qui volent ou les tentatives de vol de login et mot de passe, si on a un logiciel comportemental, on va voir qu'il y a un logiciel qui se connecte avec toute légitimité, login mot de passe valide, mais que ce n'est pas le bon endroit ni le bon moment. Ni 3 heures du matin, par exemple. Un samedi soir. Voilà. Ça, c'est une version simplifiée parce que ça paraît bizarre. L'EDR, il a vraiment une capacité à aller beaucoup plus loin dans l'analyse comportementale. Au-dessus, XDR. Et au-dessus, XDR, donc on va coupler à l'antivirus plus l'EDR d'autres logs, d'autres sources de données, d'informations, notamment réseau ou messagerie, pour pouvoir comprendre et analyser beaucoup plus de paramètres. Mais qui dit analyser beaucoup plus de paramètres, dit aussi avoir les capacités de le faire. Et c'est là où on va avoir un SOC, Security Operations Center, avec des analyses, de l'intelligence artificielle, plusieurs niveaux, disponibles 24/7, ça c'est l'idéal, comme tu le disais, parce que les criminels ne se reposent pas, voire même ils dorment la semaine et puis ils attaquent le week-end pendant que nous on se repose. Et ça, c'est soit quelque chose que l'on a en interne, c'est-à-dire que le prestataire va avoir le nombre de clients suffisant pour ça. 24/7, 7 jours sur 7, c'est compliqué à voir quand même. Ça, il commence à avoir une certaine structure, oui, effectivement, parce qu'il faut au minimum 3 voire 4 personnes qui vont se relayer, qui elles aussi vont partir en congé. Donc oui, c'est assez compliqué, c'est là que vient le MDR. Voilà, alors je voulais justement, moi je voulais aborder le MDR avant de parler du SOC, mais alors le MDR c'est quoi? C'est l'outil qui va nous permettre de... Le M, c'est pas multi, c'est manager là. Exactement, c'est la possibilité pour un éditeur comme nous de prendre en charge cette partie de détection et accompagnement. C'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'on ne lance pas du Managed Service Provider ou MSSP en l'air. Il faut un certain nombre de discussions avec le client, comprendre comment il fonctionne, quels sont les éléments qui peuvent être par exemple bloqués sans lui demander son avis. Si c'est de la bureautique par exemple, on va pouvoir facilement bloquer un ordinateur, l'isoler pour l'analyser. Si c'est une production, par exemple dans une imprimerie, une machine qui pilote une rotative, on va peut-être s'y prendre à plusieurs fois avant de la bloquer. Alors, cette notion de management est très importante parce que ça va nous amener directement sur la façon de distribuer un petit peu ces outils de cybersécurité, sachant qu'aujourd'hui, tout le monde veut acheter, mensualiser à l'usage en fonction de ce que je fais, en fonction de mes besoins, en fonction du nombre de personnes. MSP, c'est une nouvelle façon, Bertrand, de distribuer aujourd'hui toute l'informatique, on va dire, mais c'est dérivé de ce qui existe dans les télécoms depuis toujours. Oui, enfin de manière globale, oui, c'est la SaaSification, ou je ne sais pas si c'est un mot français, mais donc le passage au mode d'abonnement. Tout est abonnement, tout est récurrence. C'était le cas dans les consommations télécom, mais c'est devenu aussi le cas dans toutes les souscriptions de services d'entreprise, dans les CRM, dans tous les éditeurs sont passés en mode SaaS. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on est un éditeur qui propose le modèle, on va dire, historique de droit de licence perpétuelle avec support maintenance, on le regarde bizarrement, on dit c'est un animal bizarre. Alors oui et non, parce que nous, notamment, on protège les pompiers de Paris, on protège la gendarmerie nationale, et le cloud et le SaaS, on oublie. Donc on est encore des derniers des Mohicans. C'était pas du tout
Parce qu'en fait, nous aussi, en tant qu'éditeur, on a eu un modèle de ce type-là historiquement, et on s'est transformé. Mais le point principal, c'est la prévisibilité des revenus et la valorisation des sociétés. Et les revenus récurrents étant valorisés par le monde de la finance avec des multiples bien différents des revenus non récurrents, malheureusement, on peut s'en plaindre ou avoir ce constat, mais c'est la réalité. Donc les éditeurs sont poussés pour des objectifs de rentabilité également, etc., et de prévisibilité de leurs revenus, vers des modèles as a service. D'un autre côté, pour l'entreprise, c'est aussi des modèles qui sont assez, je dirais, confortables d'un point de vue compréhension. J'ai tant de personnes, j'ai tant de endpoints à sécuriser. Voilà, donc ça paraît assez simple à comprendre et à modéliser dans le modèle. Mais d'un autre côté, il ne faut pas croire que c'est simple pour un intégrateur ou un opérateur de mettre en équation ce modèle-là, puisqu'il y a tout un tas de coûts globaux, de coûts opérationnels à mutualiser et modéliser l'ensemble de cette chaîne de valeur. C'est un métier. Voilà. Donc cette transformation pour des acteurs n'est pas évidente pour s'assiser toutes ces offres. Alors, SaaS, mais pas que, dans le sens où MSP, on ne vend pas que du logiciel, on vend aussi du service, on peut vendre aussi du matériel, on peut vendre toute une offre globale. On peut avoir pour 50 ou 100 euros un micro-ordinateur, un téléphone, un abonnement SIM, un antivirus et pourquoi pas Office 365, tout intégré en mode mensualisé. Et la supervision qui va avec. Et la supervision Parce que si on a le meilleur des antivirus ou le meilleur des EDR, mais qu'il n'y a personne derrière pour s'assurer qu'il n'est pas en train de clignoter en rouge parce qu'il y a des alertes, ça ne sert à rien. Donc là, on arrive directement sur la façon de faire du business et de commercialiser à la fois des offres de sécurité, mais au sens large, toute la distribution informatique. On est en train de vivre un virage du revendeur informatique vers le MSP, c'est-à-dire vers l'achat d'abonnements qui inclut tout, y compris le matériel. On avait des leasings autrefois. Ça veut dire qu'il y a des notions de taille critique très vite à noter, très vite à atteindre pour les revendeurs. Un revendeur qui faisait une opération de vente one-shot il y a quelques années, il pouvait le faire à condition d'assumer peut-être une période intermédiaire d'achat-vente, mais aujourd'hui, assumer dans la durée des achats ou du service pour le revendre à la découpe, c'est pas si facile. Non, c'est une vraie évolution du métier, une véritable transformation. Y compris pour les modèles de rémunération des forces commerciales, qu'on pouvait rémunérer facilement au commissionnement sur le deal, ou les deals et le volume. Et là maintenant, voilà, c'est sur de l'abonnement, c'est dans la durée, ou alors il y a des impacts de trésorerie importants pour les MSP. Donc toutes ces transformations sont à prendre en compte, et ce changement de métier, c'est à la fois une grosse opportunité de transformation, mais il y a aussi des besoins de passage à l'échelle. Est-ce qu'on se spécialise sur une niche? Est-ce qu'on veut rester plus généraliste et multiservice pour, je dirais, être le guichet unique auprès de son client? Parce que souvent, les entreprises, les PME en particulier, elles veulent un interlocuteur de confiance, un guichet unique, et pas devoir gérer une multitude de fournisseurs différents. Donc, il y a plein de dimensions différentes dans l'équation. Et il y a quelques fournisseurs, dont ICEFT, si j'ai bien compris, qui, pour accompagner cette migration vers le monde MSP, proposent également de fournir en B2B des offres mensualisées. Oui, complètement. Alors ces offres sont assez simplement disponibles, mais par contre, comme tu le disais, on ne vient pas modifier le fonctionnement d'une société, d'un prestataire informatique qui avait l'habitude de faire de l'achat-revente. Il va devoir lui-même piloter son entreprise et acquérir ou avoir en SaaS, pourquoi pas, des solutions qui vont lui permettre de suivre ses clients, de facturer ses clients au niveau mensuel. Et c'est pour nous la possibilité de venir s'intégrer dans ce modèle, effectivement être un composant supplémentaire, ou alors si on est un MSSP, être un spécialiste de la cybersécurité et ne faire que ça.
Oui, tu peux nous rappeler, nous redétailler un peu MSSP, c'est évident pour toi. Mais Alors le MSSP, c'est celui qui va ne s'occuper que de la cybersécurité sur le même modèle que le MSP, mais beaucoup plus spécialisé. Et donc dans cette logique MSP, MSSP, quels sont les ordres de grandeur des tarifs qu'on pratique? C'est entre 50, 100 euros, donc c'est difficile de construire des budgets d'entreprise en vendant à l'unité 50, 100 euros par poste. Certes, mais c'est compliqué de construire des budgets avec ça. Quels sont tes retours des clients que tu as? Alors les prestataires informatiques qui font du MSP, effectivement, soit ils sont pure player MSP, ils ont été créés sur ce modèle-là et c'est pas simple, rien n'est simple, mais en tout cas c'est assez lisible et ça fonctionne très bien. Le plus compliqué, c'est celui qui a soit un double business, soit qui veut passer du modèle transactionnel au modèle MSP. Mais une fois qu'il y est, généralement, et comme tu le disais, il y a une certaine lisibilité sur les revenus, des revenus qui sont généralement en croissance. Par contre, ça demande beaucoup plus de force technique et d'accompagnement, parce que si avant on faisait de la transaction, le prestataire avait généralement un rôle mineur, notamment dans le déploiement et dans le suivi, alors que là, on va lui demander si l'imprimante, le DR, l'antivirus ne fonctionne pas comme attendu. Le client, généralement, va l'appeler 10, 12, 100 fois. Et au final, le métier du MSP, c'est de faire en sorte que ça fonctionne, soit le plus automatisé possible, le plus industrialisé possible, pour que lui, il puisse avoir un maximum de clients sans avoir, en ayant le minimum d'intervention. Bertrand, comment est-ce que tu intègres ça dans tes offres? Aujourd'hui, il y a un gros travail donc, contractuel, ça veut dire qu'il y a des contrats. Et donc ces contrats, c'est quelque chose de complexe à réfléchir, à mettre en œuvre, à travailler. On te demande de t'engager sur un résultat, sur un fonctionnement. Comment est-ce que tu intègres un peu cette notion contractuelle aujourd'hui dans tes ventes? Alors là, c'est indirect, parce que nous, donc, on est sur une solution UCaaS, donc effectivement, on la vend as a service. D'ailleurs, on la vend as a service, qu'elle soit hébergée par nos soins, on va dire, dans le cloud ou dans notre cloud privé, ou chez notre partenaire. Donc en fait, le modèle économique, d'ailleurs, n'est pas forcément directement couplé au mode d'opération du logiciel. Mais effectivement, contractuellement, il y a des engagements de disponibilité de service, de temps de restauration, etc. Mais sur la partie sécurité, nous, on se positionne comme fournissant des outils permettant à notre partenaire de sécuriser les différents flux, les différents équipements qui sont interconnectés à notre plateforme. Derrière, c'est le partenaire ensuite qui gère les aspects sécurité globale avec des spécialistes de la sécurité comme I7. Gilles, on dit souvent que la cybersécurité ou la sécurité, c'est vu comme une contrainte. C'est aussi quelque chose que tu ressens encore aujourd'hui? Oui, alors les niveaux de maturité des entreprises sont variables. On a noté qu'effectivement, on avait fait une étude auprès de plus de 500 entreprises, petits PME, PMI, et on voit que 70% d'entre elles ne sont pas à maturité en termes de cybersécurité. Donc, on a vraiment actuellement une prise de conscience et un besoin d'aller vers des acteurs professionnels pour les aider à finalement avoir un système numérique résilient. La notion de MSSP est intéressante au sens où avant ils achetaient des antivirus, ou ils achetaient des boîtes qui leur faisaient une protection plus ou moins efficace. Là, c'est en fait la mise en œuvre, tu le disais, c'est une obligation de résultat finalement pour le délégataire. Donc c'est intéressant d'avoir finalement des professionnels qui évoluent dans ce monde-là. Et pour qu'il y ait business, en fait, moi j'ai dérivé le triangle du feu en triangle du business. Le triangle du feu, vous savez, c'est pour qu'il y ait un feu, il faut qu'il y ait un combustible, un carburant, une source. Et le pompier agit sur le combustible ou le carburant, la source étant plutôt la réglementation. Un court-circuit, un mégot mal éteint, etc. Donc c'est un élément extérieur. Pour le business, en fait, il y a un service qui doit être adapté à des besoins ou à une demande, qui peut être plus ou moins évolué. De l'autre côté, il y a un prix, low cost ou alors plutôt évolué, là aussi plus haut de gamme. Mais en fait, la base, elle se bâtit de la relation commerciale, elle se bâtit sur la confiance. Et la confiance, c'est 0 ou 1. Vous l'avez, la confiance de votre client, ou vous ne l'avez pas. Et donc, vous ne pouvez pas la tromper, parce que si vous la perdez, vous ne la regagnerez jamais. Donc, c'est regardez à l'esprit, pour qu'il y ait un triangle du business, il faut qu'il y ait un service au juste prix, mais avec une base qui est la confiance. Et la confiance, elle se gagne par la cybersécurité dans le numérique. Je voulais rebondir sur cet aspect de confiance, parce que je pense que c'est vraiment le point clé. Parce qu'on voit bien dans les entreprises, quand on est abordé par
un acteur qui fait une démarche commerciale, soit on a déjà une relation de confiance, soit vraiment sa démarche est très bien ciblée. Et sinon, c'est par la sensibilisation, etc., que là, il y a une rencontre entre quelqu'un qui vient proposer un service et le travail de sensibilisation qui a été fait. Et là, les opérateurs, les intégrateurs de proximité, ils ont un rôle vraiment très, très important. Parce qu'effectivement, en tant que, si je reprends une casquette plutôt de dirigeant de PME, si on n'est pas un petit peu introduit, on se dit, bon, oui, on a quand même des procédures, on a des processus, on a quand même un certain nombre d'outils. Les sauvegardes. On n'est pas les plus mal outillés, etc. Mais l'analogie qu'on faisait en aparté avec Gilles tout à l'heure sur l'incendie, effectivement, le jour où l'incident critique arrive, on est vraiment en mode post-incendie. La prévention, c'est toujours trop cher, et quand ça arrive, c'est toujours trop tard, en fait. Et c'est parfois vital. Et les assureurs aujourd'hui couvrent de moins en moins les problématiques survenues avec des problèmes de cybersécurité. Il faut vraiment prouver qu'on avait mis en œuvre ou mis en place. J'ai eu l'occasion de rencontrer récemment des assureurs, mais ils sont de plus en plus tatillons et regardants pour rembourser des problématiques, notamment de ransomware et d'entreprises. On sait toujours une entreprise sur deux qui a eu un ransomware ne redémarre pas, c'est ça à peu près? Oui, c'est moins. On a eu l'exemple public de l'hôpital de Sud Paris, Corbeil-Essonnes, qui ont mis plus d'1 an à se remettre à niveau en termes de cybersécurité et de fonctionnalité pour les malades, pour les patients. Donc les services fonctionnaient en mode dégradé pendant près d'1 an, avec des patients qui ont été orientés vers d'autres unités de soins. Donc, qu'est-ce que vous proposez avec cybermalveillance pour aider les professionnels à créer cette confiance, à vendre de la confiance, à mieux vendre? Alors, je sais qu'il y a les process, par exemple, de labellisation, tu peux nous en dire un petit mot, et puis peut-être des process de renvoi vers ces personnes labellisées. Comment vous aidez les professionnels un peu à faire du business, à créer la confiance autour de la cybersécurité? Oui, alors effectivement, nous on considère, et le contexte géopolitique est plutôt favorable à créer cette confiance dans la souveraineté. Donc on a des entreprises que l'on labellise avec l'aide de l'AFNOR comme des entreprises experts cyber, et on a des partenaires que l'on référence. Alors elles ne sont pas labellisées, c'est un autoréférencement, mais sur lequel on applique un contrôle qui permet de vérifier qu'elles ont des capacités d'agir et les compétences pour agir également, de manière à pouvoir intervenir localement au plus près de la PME qui est touchée, qui est victime. Et donc ça permet effectivement d'avoir ce label. Pourquoi? Parce que on en parlait tout à l'heure, c'est que quand la bête est blessée, les vautours rôdent. Donc on aura forcément des gens qui seront intéressés par le sinistre et qui risquent effectivement de profiter de la situation pour ne pas faire la juste proposition. En s'adressant à des entreprises labellisées experts cyber ou référencées cyber, elles seront en mesure d'intervenir avec quand même un devoir d'éthique que nous contrôlons et que même le client, le bénéficiaire contrôle par des notations de leur intervention en disant ils ont abusé de la situation, ils n'ont pas abusé. Et dans ce cas-là, le label est un gage de confiance. Et même en tant que professionnel, on peut utiliser ce label pour communiquer. C'est aussi... Ah oui, absolument, absolument. Oui, et alors moi je rajoute un élément à la fois pour le client final, mais qui peut être un facilitateur pour le prestataire. C'est Mon Aide Cyber. Et Mon Aide Cyber, c'est un service de l'État. Moi, je suis aidant Mon Aide Cyber. Je fais ça de manière bénévole. J'ai signé une charte qui évite les conflits d'intérêts. Et ça permet d'aller voir des sociétés qui ont besoin d'un coup de pouce pour comprendre ce qu'est la cybersécurité, qui parfois même n'ont pas encore, ne serait-ce que de sauvegarde ou qui ne savent pas trop où ils en sont. Et donc, on passe 1h30 à 2 heures avec la direction, avec le responsable cybersécurité, s'il y en a un. Ça peut être juste la personne qui a ça en charge. Et au bout de ce temps, on va sortir du questionnaire des recommandations. Pas beaucoup, parce que si c'est pour mettre le pied à l'étrier, il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Et donc ces recommandations sont souvent accompagnées de mesures. Et c'est pour le prestataire informatique le bon moyen de dire, voyez... c'est pas moi qui le dis, c'est cybermalveillance, ou enfin c'est Mon Aide Cyber, l'ANSSI, qui vous recommande de faire ça. Et à partir de là, ça permet d'engager une discussion, et encore une fois, avec des bonnes bases, un tiers de confiance.
Gilles, également, dans ce que vous proposez, je crois qu'il y a un certain nombre de documents, de process qui existent, qui sont mis à disposition gratuitement des entreprises, mais également des professionnels, qui peuvent tout à fait reprendre et utiliser ces documents pour argumenter, pour commercialiser, pour aider leurs clients. Donc oui, Sciences Cyber, c'est un outil de sensibilisation en ligne qui est gratuit, qui est utilisable par les entreprises professionnelles ou par les particuliers, mais en l'occurrence, pour les entreprises, c'est très utile et c'est gratuit, donc ça demande très peu d'efforts de mise en œuvre. Bertrand, quel conseil tu pourrais donner pour aider à mieux vendre des offres IT en utilisant la cyber comme levier? C'est faire peur un petit peu, l'obligation de conseil, sécuriser vos systèmes grâce à nous, dormez tranquille. Coco, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour mieux vendre de la cybersécurité aujourd'hui? On dit souvent que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc je serai quand même avec une approche avec beaucoup d'humilité là-dessus. Mais je pense que j'insistais tout à l'heure sur l'aspect confiance. Je pense que c'est vraiment par cette relation de confiance tissée entre un acteur de terrain et de proximité qui peut comprendre aussi où en est l'entreprise. Parce que toutes les entreprises ne sont pas au même stade de maturité dans leur transformation digitale, dans leur compréhension de risque, et même dans leur exposition au risque. Et donc c'est par cette bonne découverte de la situation de l'entreprise et en construisant une relation de confiance qu'on peut vendre le bon niveau de service et organiser cette transformation. Donc pour moi, le conseil, c'est vraiment de travailler sur cette relation de proximité. Et après, pour l'avoir vécu indirectement, je pense que là, on sous-estime toujours les aspects plan de continuation d'activité, plan de reprise d'activité. Et comme beaucoup de situations, si on ne le répète pas, ou si Qui on ne n'existe le qu'une fois vit qu'on les pas, a testés. voilà. Hein, c'est comme la solution de secours, mais qu'on teste jamais, bon, elle marche pas. Hein, c'est connu. Bon, donc, ces plans de continuation d'activité, ces plans de reprise d'activité sont vitaux pour les entreprises. Donc, ça peut faire un petit effet peur, mais je dirais, c'est une recommandation, je dirais, bienveillante d'alerter sur cet aspect-là. Oui, bah, donc nous, le siège à Sophia Antipolis, et on a vécu donc une coupure électrique de 5 heures. Le dernier jour du Festival de Cannes. Et bon, bah, tout d'un coup, en fait, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations qu'on n'avait pas forcément imaginées. Pourtant, si on y repense, bah oui, c'est évident. Donc, on ne peut plus faire de paiement par le système bancaire. Donc, en fait, si tu n'as pas de cash, tu n'achètes pas de pain. C'est aussi simple que ça. Et 5 heures, les gens commençaient à aller dans les boulangeries, quoi, parce que qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est vraiment des choses très, très simples, très basiques. Les réseaux mobiles, ils n'ont pas très bien tenu. Hein, normalement, ils doivent tenir 8 heures, je crois. C'était pas aussi clair que ça. Voilà, donc ceux qui avaient des générateurs, comme le Palais des Festivals de Cannes, lui, il a eu 10 minutes d'interruption, il a démarré les générateurs et tout a continué. Mais par exemple, donc plus de box, plus rien. Et je citais l'anecdote, je suis descendu sur un vieux véhicule que j'ai allumé la radio pour avoir des news, parler avec la vieille radio d'un poste radio, autoradio de la voiture. Mais ça paraît, en y repensant, je me suis dit, mais c'est vraiment une séquence assez incroyable. Donc, je faisais une petite analogie, c'est différent. C'était plus de réseau électrique, mais enfin, on se rapproche pas si loin, même si c'est peut-être moins vital dans un cas d'attaque d'une entreprise. C'est le service de l'entreprise, mais c'est pas la vie des gens, voire la survie des gens. Mais c'est, je pense, une anecdote et une analogie qui fait réfléchir. Mais c'est vrai que la sécurité, c'est plus large que la cybersécurité, avec la sécurité des locaux, avec la sécurité des alimentations électriques. Donc il y a aussi un sujet un peu plus global. Oui, un sujet sûreté. Un sujet sûreté et même du côté compliances, il y a plein de sujets connexes. Benoît, quel conseil tu pourrais nous donner pour mieux vendre de la cybersécurité? On dit souvent les pentests, c'est un bon outil quand on veut faire peur et on fait un test d'intrusion. Généralement, ça marche facile et après, on peut aller voir le client en lui disant ben voilà, on est rentré comme dans du beurre dans vos systèmes, prenez nos outils, ça va. Quel conseil tu donnerais pour mieux vendre des systèmes de cybersécurité aujourd'hui? Alors, je ne donnerai pas forcément celui-là, parce que c'est un marketing de la peur, et bien souvent, on n'a pas la confiance quand on fait ça. Alors pour rebondir sur la confiance et pas donner le même argument, parce que je trouve qu'il est plutôt pertinent, je partirai sur un argument réglementaire. On a notamment NIS 2 qui s'approche. Normalement,
en fin d'année, on devrait commencer à avoir une application. NIS2, ça va s'appliquer à 15 000 entités en France, donc plutôt des ETI. Certaines PME seront touchées de manière indirecte. Les prestataires informatiques vont être touchés en tant que prestataires informatiques, justement, ayant accès à des systèmes qui pourraient être eux-mêmes soumis à NIS2. Et ce que l'on peut se dire, notamment si on s'adresse aux petites et moyennes entreprises, c'est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises sont plutôt bien sécurisées. Il y a NIS 1 qui a fait son travail. NIS 2 va descendre d'un cran et relever le niveau de maturité des ETI, ou en tout cas des entités essentielles et importantes. Et au final, quand ce niveau de maturité sera atteint, peut-être même avant, eh bien, les petites et moyennes entreprises qui, elles, ne sont pas soumises à NIS 2 vont se retrouver finalement peut-être en première ligne, et en tout cas les moins bien armés face aux cybercriminels qui, eux, vont toujours continuer à faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire vivre grâce à la cybercriminalité. Et je ne serai pas dans le marketing de la peur, mais j'essaierai d'être assez rationnel en montrant que celui qui est le moins bien protégé dans la chaîne Internet où on est tous inclus, ça sera celui qui se fera tamponner. C'est pas le marketing de la peur, mais pas loin. C'est la réalité. C'est le marketing de la réalité, d'accord. Gilles, quel conseil tu aimerais donner aux professionnels de l'IT pour mieux vendre de la cybersécurité ? Et pour, bien sûr, mieux protéger leurs clients. Mais comme on est des professionnels, on a envie de vivre aussi de ces ventes. Moi, je rebondis encore sur la confiance parce que c'est vraiment le point clé. C'est ce qui permettra aux gens de dire, à la fois pour leur vendre des solutions de sécurité, mais également pour leur permettre eux-mêmes de gagner des clients. C'est-à-dire qu'à un moment, des grands groupes qui seront soumis à une réglementation vont exiger de leurs sous-traitants, fussent-ils des PME, des PMI qui ne sont pas soumis à la réglementation, vont exiger finalement un plan d'assurance sécurité qui leur permettra de garantir que la délégation se fait dans de bonnes conditions et ne provoque pas des risques chez la grande entreprise. Donc parce que les grands vont exiger, par la méthode effectivement d'un ruissellement, les ETI vont être touchés par NIS 2, les grands avaient été touchés par NIS 1, les ETI vont être touchés par NIS 2, et ceux qui ne seront pas touchés directement par NIS 2 risquent d'être impactés par les exigences qu'auront ceux qui ont une réglementation qui s'applique à eux. Donc la confiance, c'est la clé pour continuer de vendre et de travailler. Confiance, proximité, qualité technique, on l'a bien compris, la cybersécurité, c'est tout un monde, c'est une nécessité, mais c'est aussi un très bon argument de vente, c'est aussi une bonne façon de faire de business, tout en protégeant les entreprises, tout en les aidant à être résilientes et à continuer à travailler. Je vous remercie tous les trois pour le temps passé à la préparation, je vous remercie de votre présence, je vous propose de les applaudir. Merci.